Ah, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce livre, il fait couler beaucoup d'encre, n'est-ce pas? Il fascine, il dérange. Pour certains, c'est la Bible de la stratégie en entreprise. Pour d'autres, c'est juste un manuel pour devenir un manipulateur de première. La vraie question, c'est comment on utilise ces lois sans y laisser son âme. Allez, on a décortiqué ça ensemble et essayé de faire le tri entre stratégie intelligente et manipulation un peu toxique. Voilà, le ton est donné, direct, c'est assez brutal on peut le dire. On est tout de suite dans le bain, au cœur de la pensée de Greene. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que le pouvoir, ça carbure au secret, à l'incertitude qu'on sème chez les autres. Ça met mal à l'aise, et c'est exactement le but. Pour Robert Greene, c'est simple. Le pouvoir est partout, absolument partout. Au bureau, dans la vie de tous les jours, même dans nos relations. Impossible d'y échapper. Et le plus drôle, c'est que ceux qui disent « Oh non, moi, les jeux de pouvoir, ça ne m'intéresse pas », eh bien, ce sont souvent les plus fins joueurs. Du coup, ce livre, il faut le voir comme un mode d'emploi. Un mode d'emploi pour un jeu auquel on joue tous, qu'on le veuille ou non. Alors, première loi, et attention, elle est complètement à l'opposé de ce qu'on pourrait penser. L'idée, ce n'est pas du tout de briller, d'étaler ses talents pour impressionner son chef. Non, c'est tout le contraire. Il faut le faire paraître, lui, plus brillant. Le but du jeu, le rassurer, faire en sorte qu'il ne voit jamais en nous une menace. Ça peut même aller jusqu'à faire exprès une petite boulette, juste pour qu'il puisse nous corriger et se sentir, bien supérieur. C'est tout un art de la discrétion et de la ruse. Là, on monte d'un cran dans le cynisme. C'est même totalement assumé. Pour Greene, c'est une des clés du pouvoir. Savoir utiliser l'intelligence, les idées et surtout le travail des autres pour sa propre gloire. C'est une sorte de leadership qui consiste à, disons, bien déléguer pour mieux s'approprier tout le crédit à la fin. Attention, c'est une stratégie qui demande une sacrée finesse, pour ne pas juste passer pour un voleur d'idées, évidemment. Ok, continuons un peu. Parce qu'à ce stade, on est en droit de se poser une question. À force de jouer ce jeu, de calculer chaque mouvement, est-ce qu'on ne finit pas par devenir l'esclave de ce système? C'est tout le paradoxe de ce livre. On cherche le pouvoir pour être libre, mais finalement, à quel prix? Et c'est la grande critique qu'on peut faire à cette approche. Si on voit toutes les relations humaines comme un champ de bataille, comme un jeu de manipulation, le pouvoir n'est plus un outil pour arriver à quelque chose. Ça devient la seule chose qui compte, une fin en soi. On se retrouve alors dans une course sans fin, juste pour les apparences, pour le prochain coup stratégique. Ce qui nous amène à ce paradoxe. Comment on peut se sentir vraiment puissant, authentique, si tout est basé sur la dissimulation, le calcul? En fait, le message sous-jacent, c'est que ce type de pouvoir, sans aucune éthique, ça mène droit à la solitude, à la paranoïa même. On se méfie de tout le monde et au final, on s'autodétruit. C'est une prison dorée qui nous coupe des autres. Cette phrase, elle résume parfaitement le problème. Être obligé de cacher ses intentions, de tout contrôler, de tout calculer en permanence, ce n'est pas la liberté, c'est une prison. Une prison qu'on se construit soi-même. On devient l'esclave de son propre jeu, coincé dans un engrenage de contrôle et de méfiance. Bon, alors, on fait quoi? On jette le livre à la poubelle? Eh bien, pas si vite. Il y a une autre façon de voir les choses. Une lecture beaucoup plus constructive. L'idée, ce n'est pas d'utiliser ces lois pour attaquer, mais pour se défendre. Ce n'est pas une épée, c'est un bouclier. Voilà, tout est là dans ce changement de perspective. Le but n'est plus de dominer, mais de comprendre. Si on comprend les mécanismes du pouvoir, alors on peut repérer les intentions cachées des autres. On peut éviter de se faire manipuler, de devenir un simple pion. Bref, on peut protéger son intégrité. Et concrètement, ça donne quoi au quotidien? D'abord, il faut apprendre à observer. Juste regarder, écouter, décoder les petits jeux d'influence qui se passent sous nos yeux, surtout au travail. Ensuite, il faut apprendre à dire non, à poser des limites claires pour ne pas être le bon soldat de service. Et enfin, le but, c'est de bâtir sa propre influence, mais une influence saine, basée sur ses compétences, son intégrité, pas sur des coups bas. Et tout ça, ça nous amène à la leçon la plus importante finalement. Le vrai enseignement un peu caché derrière tout ce cynisme. Le pouvoir ultime, ce n'est pas de contrôler les autres, c'est de se contrôler soi-même. Le pouvoir le plus solide, le plus durable, il vient de l'intérieur. Quelqu'un qui a une vraie maîtrise de soi est quasiment impossible à dominer. Savoir quand il faut parler et quand il faut se taire. Savoir observer sans réagir à chaud. Savoir attendre le moment parfait. Et même savoir renoncer à une petite victoire immédiate pour un objectif bien plus grand sur le long terme. Voilà ce qu'est la forme la plus pure du pouvoir. C'est une discipline personnelle, pas une attaque contre les autres.
Finalement, tout est une question d'équilibre. Il ne s'agit pas de choisir entre être puissant ou être quelqu'un de bien. L'idée, c'est de connaître les règles du jeu, non pas pour écraser tout le monde sur son passage, mais pour naviguer intelligemment, pour se protéger et surtout pour rester maître de soi.